du Sud, Nkosazana Dlamini Zuma, l'ex-épouse du président Jacob Zuma, a annoncé ce jeudi qu'elle allait de nouveau siéger sur les bancs du Parlement avant de briguer la tête de l'ANC. Devant les Nations Unies ce jeudi, le nouveau président de la Gambie, Adama Barrow, s'est engagé à abolir la peine de mort dans son pays. Enfin, en Guinée, à l'appel de l'opposition, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Conakry pour exiger l'organisation d'élections locales. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. On démarre cette édition par le Togo où les partisans de l'opposition ont manifesté pour le deuxième jour consécutif ce jeudi. Les manifestants réclament le départ du président Faure Gnassingbé au lendemain de manifestations qui, selon l'opposition, ont été sauvagement réprimées dans le nord du pays. En ouverture de la marche, les représentants de 14 partis d'opposition ont donné une conférence de presse dans la capitale de Lomé, lors de laquelle ils ont rappelé le décès d'un enfant de 9 ans à Mango, dans l'extrême nord du pays. Ils ont aussi regretté la répression sauvage des manifestations dans le Grand Nord, que le pouvoir a toujours considéré comme sa chasse gardée. Ce jeudi matin, l'Internet mobile était coupé depuis plus de 24 heures dans le pays, tandis que le Wi-Fi fonctionnait par intermittence. La course à la succession de Jacob Zuma s'annonce épique en Afrique du Sud. L'ancienne épouse du président, Nkosazana Dlamini Zuma, qui brigue sa succession à la tête du Parti du Congrès national africain ANC, a annoncé ce jeudi qu'elle allait de nouveau siéger sur les bancs du Parlement. Plus de précisions à travers cet élément. Il y a 5 ans, je quittais le Parlement avec des sentiments partagés. Aujourd'hui, je reviens à la demande de l'ANC pour servir le peuple sud-africain, a-t-elle annoncé sur son compte Twitter. Elle prendra la place laissée vacante depuis peu par un député démissionnaire. Je reviens déterminé à contribuer à appliquer les décisions du parti, en particulier pour améliorer fondamentalement la vie de la population, a-t-elle ajouté. En retrouvant le Parlement, Nkosazana Dlamini Zuma réintègre officiellement la vie politique sud-africaine après 5 ans passés à la tête de l'Union africaine. Le retour de l'ancienne présidente de la commission de l'UA parmi les députés est interprété comme une nouvelle étape dans sa conquête du parti au pouvoir qui doit élire son nouveau chef en décembre. Elle n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature à la tête de l'ANC qui dirige l'Afrique du Sud depuis la fin officielle du régime d'apartheid en 1994. Mais elle bat déjà la campagne soutenue par la puissante Ligue des femmes, la Ligue de la jeunesse du parti et surtout Jacob Zuma avec qui elle entretient de très bonnes relations. Son principal rival dans la course à la succession de Jacob Zuma est l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa. Selon des analystes, le chef de l'État espère par ce soutien échapper aux poursuites en justice qui le menacent. Zuma, dont le deuxième et dernier mandat court jusqu'en 2019, est en effet embourbé dans plusieurs scandales de corruption. Pendant ce temps au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a accusé ce jeudi la Cour suprême d'avoir perpétré un coup d'État en invalidant sa réélection lors du scrutin du 8 août dernier. Il s'est exprimé dans une nouvelle diatribe contre la plus haute juridiction du pays au lendemain de la publication du jugement détaillé de la Cour suprême qui accable la commission électorale pour sa gestion du scrutin. Dans la foulée, la nouvelle élection présidentielle kenyane, initialement prévue le 17 octobre, a été repoussé au 26 octobre. Uhuru Kenyatta ne décolère pas après l'invalidation de sa réélection lors du scrutin du 8 août dernier. Il s'en prend à nouveau à la plus haute juridiction du pays. Le président kényan qui s'est exprimé au lendemain de la publication du jugement complet et détaillé qui accable la commission électorale pour sa gestion du scrutin a accusé la Cour suprême d'avoir perpétré un coup d'État. Le chef d'État a estimé que le jugement de la Cour suprême a sapé la démocratie et comparé la décision d'invalider l'élection au coup d'État militaire mené dans d'autres pays du continent. La Cour suprême doit aux Kenyans une explication sur comment une injustice aussi monstrueuse a pu avoir lieu.
Non seulement ce jugement a volé le droit démocratique du peuple kényan, mais il risque aussi de plonger le pays dans un chaos judiciaire. Ce n'est pas la première fois que Uhuru Kenyatta s'en prend ouvertement à la Cour suprême de son pays. Il avait déjà qualifié les juges d'escrocs et promis de régler les problèmes existants selon lui dans le système judiciaire juste après l'annonce de la décision de la Cour suprême d'invalider sa réélection. Alors que les attaques du camp présidentiel contre la Cour suprême ne faiblissent pas, la nouvelle élection présidentielle, initialement prévue le 17 octobre, a été repoussée au 26 octobre prochain. J'en parlais en titre. En Gambie, le nouveau président Adama Barrow s'est engagé devant les Nations Unies ce jeudi à abolir la peine de mort dans son pays. Cette décision intervient 5 ans après le tollé international causé par l'exécution de 9 condamnés par son prédécesseur Yahya Jammeh. Au pouvoir depuis 8 ans, le nouveau président de la Gambie, Adama Barrow, a signé ce jeudi, au nom de son pays, 5 traités en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, dont celui prônant l'abolition de la peine capitale. C'est du moins ce qu'ont indiqué dans un communiqué les services de la présidence gambienne. Les autres traités signés par le président concernent la protection des migrants, les disparitions forcées, la transparence des investissements et l'interdiction des armes nucléaires. Selon la présidence, en signant ces traités, la Nouvelle-Gambie continue à promouvoir la démocratie et démontre son engagement à protéger la vie des activistes politiques. En août 2012, l'ancien président Yahya Jammeh, qui a dirigé d'une main de fer pendant 22 ans la Gambie, avait fait fusiller 9 détenus, dont 2 Sénégalais, entraînant une vague de protestations internationales, particulièrement au Sénégal. Il avait ensuite annoncé un moratoire sur les exécutions. D'après la présidence, la Gambie va maintenant entamer la procédure pour ratifier et rendre d'application les traités signés à New York. Le Libéria va choisir le 10 octobre prochain un successeur à Ellen Johnson Sirleaf, présidente sortante du pays et première femme élue chef de l'État en Afrique. Mais avec seulement une femme parmi les 20 prétendants au fauteuil présidentiel, le pouvoir pourrait changer de genre. Le futur chef d'État du Libéria a toutes les chances d'être un homme. Reportage. Elle a marqué l'histoire en devenant la première femme élue à la tête d'un pays africain. Le 10 octobre, le Libéria devra choisir un successeur à Ellen Johnson Sirleaf. Et avec seulement une femme parmi les 20 candidats à la présidentielle, il y a de fortes chances qu'un homme prenne la tête du pays. Même constat du côté des députés, à peine 16% des candidats aux législatives sont des candidates. Quel que soit le résultat, les femmes doivent rester dans la course et donc dans le paysage politique du pays. J'encourage le plus possible les femmes à poursuivre leurs efforts et ne pas se détourner de cette élection. Nous ne pouvons prédire qui va gagner. Au Libéria, le stéréotype de la femme au foyer est toujours solidement ancré dans les esprits. Un sérieux frein à l'engagement des femmes dans la vie publique. L'une des idées reçues qui circulent est de dire « mais qu'est-ce que les femmes veulent de plus ?» Comme si tout était réglé aujourd'hui parce que nous avons une femme présidente. Sirleaf a répété à plusieurs reprises qu'elle devait ses victoires de 2005 et 2011 à la mobilisation massive des femmes de son pays. Des succès qui paraissent bien loin aujourd'hui. Nous sommes à la croisée des chemins et il y a un vrai risque de retour de bâton en ce qui concerne l'engagement des femmes dans la politique du pays et l'élection de femmes. C'est assez préoccupant. La présidente sortante a beau officiellement soutenir son vice-président Joseph Boakai, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle fera activement campagne pour les femmes candidates lors des prochaines élections. Allons à présent au Cameroun où 2 bombes artisanales ont explosé à Bamenda avec des victimes. La première explosion a eu lieu vers le marché des vivres de la ville. Quelque temps après, la seconde a explosé tout près de Hospital Roundabout, un secteur névralgique de la ville. La police a affirmé avoir découvert d'autres bombes artisanales qui n'ont pas pu exploser au palais des congrès de Bamenda où devait avoir lieu une cérémonie religieuse. Le premier bilan fait état de 3 fonctionnaires
fonctionnaire de police blessé. Narcisse Oum pour le reportage. Le lundi 11 septembre dernier, les populations de la ville de Bamenda au Cameroun avaient été réveillées vers 4 h du matin par l'explosion d'une bombe artisanale déclenchée à distance selon des sources policières. Adolphe Lélé l'Afrique, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, descendu sur les lieux, avait constaté des dégâts corporels et matériels. Nous avons vécu ce matin à Bamenda un incident des policiers de faction au service de la nation et de la République ont été la cible d'une attaque terroriste qui les a visés, entraînant la blessure de 3 d'entre eux qui sont en ce moment pris en charge à l'hôpital régional de Bamenda. La bombe fabriquée localement avait été placée dans un haut-parleur. Une seconde bombe artisanale similaire à la première a explosé quelques minutes plus tard, non loin de l'hospital à Ronde et Bang, un endroit très fréquenté sans non plus faire de victimes. Par ailleurs, 2 autres bombes artisanales ont été découvertes et désamorcées plus tard au palais des congrès de Bamenda où une messe était prévue dimanche matin. Selon le gouverneur de la région du Nord-Ouest, des mesures fortes seront prises. Nous entrons maintenant dans une phase terroriste et bien évidemment, pour faire face à la situation, le gouvernement de la République va prendre toutes les mesures pour ramener la situation à la normale. Cette situation a créé la panique dans la ville et certaines écoles ont jusque-là gardé leurs portes fermées pendant quelques jours. En rappel, cette partie anglophone du Cameroun est secouée depuis octobre 2016 par une crise sociale. Des mouvements nés de cette contestation continuent de revendiquer de plus en plus un État autonome malgré la libération de certains activistes à la veille de la rentrée scolaire par le gouvernement pour apaiser les tensions. En Guinée, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce mercredi à Conakry à l'appel de l'opposition. Objectif, exiger l'organisation d'élections locales qui n'ont plus lieu depuis 12 ans. Les principaux leaders de l'opposition étaient en tête du cortège, assis sur le capot de leur véhicule, qui s'est achevé par un meeting sur l'esplanade du stade du 28 septembre, le principal terrain sportif de Guinée. En refusant d'organiser ces élections, Alpha Condé fait preuve d'ignorance, d'amateurisme et d'incompétence à la tête de notre pays, a lancé le leader de l'Union des forces du changement UFC, Aboubacar Silla. Des élections locales, les premières depuis le précédent scrutin de 2005, auraient dû se tenir en février en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais depuis lors, les discussions sur le calendrier patinent malgré les manifestations organisées par l'opposition. Les manifestants portaient mercredi des pancartes et des banderoles sur lesquelles on pouvait notamment lire « Nous voulons des élections communales maintenant » ou encore « Alpha Condé est un incapable ». L'opposition a par ailleurs apporté son soutien aux habitants de Boké qui protestent contre l'absence d'électricité depuis le début du mois dans cette ville située à quelques 300 km au nord-ouest de la capitale. Au cours des 10 derniers jours, des heurts dans cette cité minière ont fait au moins 2 morts et des dizaines de blessés. À la fin de la manifestation, 2 personnes ont été blessées par balle et ont dû être opérées d'urgence, a indiqué un médecin s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.